La femme que nous allons vous présenter aujourd'hui est professeure Tahani Omar, professeure de littérature à l'Université du Caire, ex-présidente de l'Université française, en plus de plusieurs activités à l'échelon national, international et des décorations. Plongeons-nous dans son monde. Professeur Tahani Omar, vous êtes professeur à l'Université du Caire, vous avez été à la tête de l'Université française en Égypte, vous aviez été décoré par plusieurs instances nationales et internationales et vous aviez aussi vos activités au sein du Conseil national de la femme. En fait, en Égypte, nous avons l'enseignement national, en arabe et en langue étrangère, nous avons aussi l'enseignement international. Pensez-vous que ceci constitue une sorte de discrimination pour les étudiants ? Il est évident que bien sûr ce sont les personnes qui sont les plus nantis qui peuvent se permettre justement d'envoyer leurs enfants dans cet enseignement-là. Mais en même temps, moi je pense que cet enseignement a créé aussi une certaine compétition. C'est-à-dire on a essayé de faire mieux. Les écoles en général ont commencé à s'intéresser beaucoup plus aux diplômes qu'ils sont en train de présenter. On a commencé à nouveau, par exemple, à introduire le baccalauréat français dans les écoles bilingues, alors qu'on est resté très longtemps sans bac français. Moi, d'ailleurs, j'ai passé le dernier bac français en 1962. En même temps, il y a les nouvelles universités dites privées, qui sont d'ordre et de niveau très différents, mais qui ont créé aussi un certain remous à travers les universités nationales. C'est-à-dire ils ont senti qu'il y a bien sûr un danger, mais ce danger n'était pas seulement de prendre des étudiants, mais aussi du point de vue classification. C'est-à-dire nous savons que du point de vue international, la classification a fait de sorte que nos universités sont tombées bien bas depuis bien longtemps. Donc, il y a eu un regain d'intérêt pour présenter un meilleur enseignement, pour se pencher sur les problèmes des professeurs, surtout de publication, parce qu'on avait beaucoup de difficultés à se faire publier, et aussi à recenser les publications qui se font à l'étranger et dont ils n'avaient pas vent. Et on ne savait pas ce que faisaient les professeurs en général et qui présentaient quoi. Mais pensez-vous que ceci favoriserait plutôt des chances meilleures pour les étudiants de ces instances internationales et privées par rapport aux autres, c'est-à-dire une certaine discrimination au niveau du marché de travail? Il est évident que bien sûr vous leur présentez comme ça des atouts meilleurs. Mais cela n'empêche que nous avons jusqu'à maintenant encore des universités importantes, nationales, qui ont des facultés dans certaines spécialités qui ont une renommée internationale. C'est cela qu'on doit préserver et qu'on doit sauvegarder avec justement tout ce qui se fait comme réforme dans l'enseignement et avec une aide des entreprises et des hommes d'affaires qui éventuellement pourraient demander même certaines recherches aux universités et cela, du coup, va aussi améliorer le niveau des universités. En quoi consiste cette réforme de l'enseignement? Que reproche-t-on à l'enseignement en Égypte? En général, bien sûr, on a beaucoup de difficultés à réformer nos statuts, à réformer le curricula que nous sommes en train de présenter. À chaque fois qu'on le présente, on nous demande de le revoir. Ça prend des années à être approuvé, alors que ce n'est pas du tout le cas, par exemple, dans l'international. Déjà, moi-même, j'ai eu l'expérience, pendant que j'étais à l'université française, pendant les 6 ans, on a ajouté et enlevé à 3 reprises des matières, parce qu'on sentait qu'il y avait d'autres matières plus importantes, ou bien des matières qui ne passaient pas tellement et qu'on pouvait changer avec d'autres matières et on pouvait le faire facilement. Est-ce que les universités privées offrent des bourses aux étudiants venant des écoles publiques arabes?
Oui, bien sûr. Chaque année, nous offrons des bourses à toutes les personnes qui ont terminé leurs études, qu'ils soient justement dans la Sanawi Aama, ou bien le bac français, ou bien le JCI, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde. Il y a même des entreprises qui aident ces étudiants-là d'une manière que ce n'est pas seulement la bourse de l'enseignement, c'est aussi une bourse comme une allocation familiale qu'ils leur donnent durant les 4 ans de leurs études ou les 5 ans de leurs études, mais à condition qu'après cela, ils travaillent avec eux. Nous avons eu ce genre de choses à l'université française plus d'une fois, avec des entreprises qui ont vraiment tout assumé, même leur logement et une certaine somme pour un argent de poche pour les étudiants vraiment les meilleurs. Professeur Tahani Omar, comment se fait-il que l'Université du Caire est sortie du classement international et ne fait plus partie des 500 meilleures universités du monde? Ça, bien sûr, c'est de la malchance. Tout d'abord parce qu'on ne s'est pas tellement intéressé ou, disons, qu'on n'a pas essayé de recenser, comme je vous l'ai dit, tout ce qui se fait à travers les professeurs, c'est-à-dire ce que les professeurs font comme publication, leur part aussi qu'ils prennent aux colloques, aux activités internationales. Tout cela n'était pas enfin, répertorié. D'ailleurs, récemment, quand ils l'ont fait, tout de suite, l'Université du Caire est apparue de nouveau dans le classement. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. Hein, ce sont les possibilités que vous avez dans vos laboratoires, les recherches que vous faites, ce que vous faites pour le développement du pays. Est-ce que l'université a un impact au développement? Les étudiants qui terminent, combien de pourcentages sont vraiment excellents? Qu'est-ce qu'ils poursuivent comme études? Quel est l'impact international? Tout cela, bien sûr, est recensé. Et au niveau de la valeur du certificat, quel est le meilleur par rapport au marché du travail? Est-ce que c'est le certificat des universités privées ou des universités publiques? Cela dépend. Bien sûr, dans le marché du travail, chacun est évalué suivant ce qu'il voit, disons, du produit final. C'est-à-dire, si un étudiant vient de l'université du Caire, disons, d'un département de français, ils savent que c'est un bon département, donc il est bien coté. Par contre, s'il vient d'autre part dans une faculté qui n'a pas une très bonne renommée, il préférerait quelqu'un qui vient d'une université privée. Dans les universités privées, il y a plusieurs catégories et plusieurs niveaux. Donc tout cela, c'est vraiment très aléatoire. Outre votre carrière académique, vous aviez eu des activités au sein du Conseil national de la femme. Que faisiez-vous au sein de ce conseil? En vérité, j'ai été choisie de faire partie du Conseil national de la femme en 2003. J'y suis restée jusqu'en 2006 et j'étais dans le comité exécutif. C'est-à-dire nous étions seulement 6 personnes et nous étions censés revoir tout ce qui se faisait au Conseil de la femme. C'est-à-dire il y a plusieurs comités. Chaque comité prend, disons, une ligne sur laquelle il s'attarde et essaye de faire quelque chose. Par exemple, la santé, les nouvelles entreprises, l'enseignement, le développement rural et ainsi de suite. Et en fin de compte, nous voyons, nous évaluons ce qui était fait. Si c'était vraiment dans le bon chemin, on poursuivait encore dans d'autres projets. Si par contre on sentait que ça n'allait pas très bien, nous essayons de faire une réunion et de voir comment on pouvait améliorer les choses. Et en vérité, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, surtout pour la femme, dans les milieux sous-développés. Les femmes analphabètes, on a essayé de leur donner une deuxième chance, par exemple dans les écoles qu'on appelait à classe unique. Dans cette classe unique, tous ceux qui n'avaient pas eu la chance d'étudier, par exemple, ayant 12 ans, 14 ans, 16 ans, et qui avaient eu très peu de connaissances à l'école ou qui n'étaient pas du tout inclus à l'école, commençaient à apprendre, bien sûr, à écrire et à lire et à écrire, et en même temps des bases de mathématiques. Et on leur apprenait aussi disons, quelque chose qu'elles pouvaient faire dans leur vie, un projet. Et on donnait une certaine allocation au mari pour qu'il laisse la femme, qu'elle puisse aller à l'école pendant 1 ou 2 ans.
Et en fin de compte, on lui donnait une somme pour pouvoir commencer le projet qu'elle allait entreprendre. Et cela a eu un succès fulgurant. Docteur Tahani Omar, est-ce que vos services étaient facilement accessibles à la femme rurale? Est-ce que c'était facile de vous joindre? Oui, c'est-à-dire dans tous les gouvernorats, il y avait un siège justement du Conseil de la femme. Et il y avait des personnes qui étaient nanties d'un certain pouvoir pour aller même vers ces femmes-là et essayer de les aider. Bon, bien sûr, les demandes étaient multiples et on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on ne pouvait pas tout faire au même moment. Et nous étaient supposés être aidés par les gouverneurs, par les hommes d'affaires qui étaient sur place et qui étaient dans ces gouvernorats-là, et bien sûr les personnes qui étaient intéressées à produire et à présenter ces projets. Et pourquoi est-ce que ce conseil n'existe plus à présent? Le conseil existe encore, mais malheureusement, il n'a pas beaucoup d'impact parce qu'il trébuche. Il a commencé déjà avec beaucoup de personnes contre lui et ils ne savent pas ce qui a été fait. Peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de lumière sur les projets qui ont été mis à exécution. C'était seulement l'apparat, c'était seulement les réunions qui attiraient l'attention. Mais ce qui a été vraiment fait dans tous les domaines, du point de vue santé par exemple, il y a eu un grand recensement de l'état de la femme. On a pu, par exemple, faire de sorte que la plupart des femmes dans ces milieux-là puissent avoir une carte d'identité. Elles n'avaient pas une carte d'identité, elles ne pouvaient pas payer 15 livres pour avoir une carte d'identité. Et d'ailleurs, dans les dernières élections, vous avez vu les files de femmes qui étaient là. Et justement, dernièrement, dans les dernières élections, il y avait de longues files de femmes qui étaient là, qui pouvaient voter, car elles avaient une carte d'identité. Et ça, c'était quelque chose, elles existaient enfin. Comment est-ce que ce conseil a été créé à l'origine? Le conseil a été créé par un décret présidentiel et c'était justement pour faire quelque chose pour la femme en Égypte. À nos jours, on lit d'une façon très étroite le Conseil national de la femme à Madame Suzanne Moubarak, l'épouse du président déchu. Est-ce que vous pensez que ceci affecte le rôle qu'il pourrait jouer à présent, après la Révolution? Bon, en vérité, dans le temps, c'était normal, puisqu'elle était la première dame et c'était elle qui s'occupait de tout ce qui était relié à la femme, qu'elle soit à la tête de ce conseil. Par contre, les personnes qui étaient choisies étaient des personnes dans toutes les spécialités et à tous les niveaux. C'était des personnes vraiment de qualité et qui travaillaient bénévolement. Nous travaillions toutes bénévolement. Il y avait certains hommes qui étaient avec nous, qui étaient justement pour la cause de la femme et qui essayaient d'aider dans leur domaine. Même par exemple dans les médias, il y avait un comité pour les médias et il y avait une présence et une effervescence pour faire quelque chose pour les femmes. Ce n'était pas seulement, bon, ce que vous voyez, c'était peut-être les réunions où il y avait les médias, où il y avait justement un événement, le colloque final par exemple, le congrès final, où il y avait même l'international. D'ailleurs, moi j'avais proposé cela, j'avais dit qu'il fallait que l'international sache que nous faisons quelque chose pour les femmes et que ces femmes-là existent et qu'elles ont une présence. Et en vérité, si vous savez comment ces femmes-là ont du courage, vraiment, elles ont du courage. Elles travaillent dans des conditions très difficiles et elles ont pu quand même essayer d'améliorer leurs conditions. Mais qu'est-ce que les gens ont contre ce conseil? Parce qu'ils pensaient qu'on dépensait beaucoup d'argent, ils pensaient que c'était seulement quelque chose d'artificiel et qu'au fond, il n'y avait rien du tout, parce que justement, c'était relié à la femme du président. Pensez-vous que sous la prochaine République, ce conseil pourrait reprendre son élan et exercer ses activités? Moi, j'espère franchement, tout d'abord qu'on poursuive ce qu'on avait déjà commencé, parce que c'est bien dommage d'arrêter, surtout quand il y avait des expériences qui avaient eu du succès. Essayer de donner beaucoup plus d'importance à ce conseil, parce que la condition féminine est très importante dans ce pays. Et nous l'avons dit plusieurs fois que c'est la femme qui éduque, que c'est la femme qui est le noyau de la famille. Si elle n'arrive pas à bien mener sa barque, si elle n'arrive pas à aider ses enfants à aller à l'école et à être meilleure, tout le développement du pays va être tout le temps en régression.
Comment évaluez-vous le statut de la femme égyptienne dans cette période post-révolution? En vérité, je ne suis pas contente du tout, parce que c'est bien dommage, nous sommes en train de régresser dans beaucoup de domaines, alors que la femme égyptienne a été de tout temps pionnière et elle était de tout temps le modèle. Est-ce que la femme a un rôle positif et effectif sur la scène politique égyptienne en ce moment? Mais on ne lui donne pas la possibilité d'avoir sa place. Même pour la Constitution, elle est en train de mendier d'avoir une place. Nous entendons parler de projets de loi avancés par des députés au Parlement, selon lesquels la femme est susceptible de perdre énormément de droits acquis auparavant. Pensez-vous que la femme encourt vraiment ce risque? C'est-à-dire, il ne faut pas tout le temps relier les lois avec les personnes. Les lois ont été promulguées à travers le Parlement. Ces lois-là ont été, bien sûr, pas seulement étudiées, mais analysées à plusieurs reprises. Et elles ont été approuvées par l'Azhar, elles ont été approuvées par les instances institutionnelles, et elles ont été approuvées et elles ont été mises à exécution. S'il y a quelques abus, et bien sûr, je sais que là où le bas blesse, comme on dit, c'est surtout cette histoire que le droit de voir les enfants pour le père. Mais allons voir au fond des choses combien de pères vraiment s'intéressent à ces enfants et combien ont délaissé leurs enfants. Combien, quand ils ont même le droit de voir les enfants, ne viennent pas le jour du congé ou bien des vacances pour voir leurs enfants, et combien de mères de famille sont elles qui sont en train de tout faire pour sauvegarder la famille. Même jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles dont la femme est le seul, disons, père de famille. C'est elle qui dépense sur toute la famille. Moi, j'ai beaucoup d'exemples à vous citer, y compris les bonnes ou les femmes qui viennent nous aider à faire le ménage dans toutes les maisons de mes amis, de mes parents et ainsi de suite. Ce sont elles qui dépensent et les hommes payent une somme minime à travers tout ce qu'elle est en train de faire dans leur maison. Comment se fait-il qu'une députée femme au Parlement avance des projets selon lesquels la femme doit forcément perdre du terrain? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a, cette députée femme, à l'encontre de la femme et aux droits acquis par la femme auparavant? Vraiment, je n'ai pas de réponse à ça parce que c'est vraiment quelque chose de très inusuel. Comment voyez-vous l'avenir de l'enseignement en Égypte à la lumière de la nouvelle République envisagée? Tout d'abord, je dois dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses qu'on ne voyait pas dans le temps. On a compris qu'est-ce que c'est que démocratie. On a compris qu'on a le droit de parler et de demander des comptes. On a appris à critiquer. Mais il ne suffit pas seulement de critiquer, il faut aussi donner des réponses aux questions, et il faut aussi donner des solutions. Par contre, est-ce que cela va faire progresser l'enseignement? Je ne sais pas, parce que l'enseignement demande justement un grand budget. Et c'est ça notre grand problème. À plusieurs reprises, il y a eu des réformes et toujours, vraiment, le mur qui a arrêté tout cela, c'était les dépenses. Mais il faut savoir que l'enseignement, c'est la pierre d'angle de tout le pays. C'est-à-dire, s'il y a développement, il y a enseignement. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y aura pas de développement. Donc, on doit sacrifier d'autres choses pour donner le numéro 1 à l'enseignement. Une fois qu'on aura vraiment mis les bonnes bases de l'enseignement, depuis le primaire jusqu'à l'université, là, on verra un changement dans notre pays.
l'époque où j'étais moi étudiante, mes professeurs et vous aussi, vous vous plaigniez que les étudiants ne lisent pas suffisamment. À nos jours, avec la nouvelle technologie et les sites de communication sociaux, est-ce que vous pensez que ceci empiète encore plus sur la lecture ou est-ce que ceci quand même est considéré comme une source d'information? Bon, la lecture traditionnelle, bien sûr, a beaucoup différé. Il n'y a que nous, les anciens, qui aimons le livre, qui aimons avoir le livre en main, qui restons encore vers disons, le livre en papier. Mais il y a maintenant beaucoup de manières d'approcher le livre. Il y a le Kindle où vous pouvez lire le livre partout, comme sur une tablette, vous êtes n'importe où, vous pouvez le lire. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens le prendre même en avion. D'autre part, il y a aussi cette, comment dire, cette curiosité qui me plaît beaucoup. Les jeunes commencent à voir pas mal de sites, bien sûr, à part les sites de jeux et autres, mais ils ont la curiosité de chercher les notions à travers les sites. Et ça, c'est très bien parce que même pour les thèses, même pour les recherches, pour les devoirs qu'on leur donne à l'université, ils arrivent à trouver des notions éparses qu'ils peuvent nous présenter même d'une manière attrayante puisqu'ils ont cherché dans plusieurs sites les notions qu'ils veulent présenter. Donc on peut dire aussi que cette technologie compense un petit peu l'absence du livre parce que ça donne des informations. Elle compense de sorte que je trouve que ces générations sont beaucoup plus matures et sont beaucoup adultes que nous dans leur temps. Et ils sont plus aussi ouverts à tout ce qui se passe dans le monde plus que nous. Par contre, bien sûr, ce qui est déplorable, c'est qu'il y a deux choses. Le langage des SMS et même du Facebook, avec les abréviations qu'ils font que l'orthographe se perd. D'autre part, ils lisent la plupart du temps en anglais, beaucoup plus qu'en français. Mais moi, je parlais des étudiants de nos départements, par exemple, et des écoles, qui essayent de trouver les notions qu'ils veulent à travers l'Internet. Il y a beaucoup de sites qui les aident. C'est-à-dire maintenant, même présenter une thèse, qu'elle soit de magistère ou doctorat, est beaucoup plus facile que nous dans le temps. Nous, on devait se déplacer, partir, aller en France, Bibliothèque nationale ou autre, et ainsi de suite. Maintenant, alors qu'ils sont chez eux, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent comme référence. Donc, il y a quand même un bon côté pour cette nouvelle technologie. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle technologie a décidé un petit peu des sujets traités dans les thèses de magistère et de doctorat? Bien sûr, elle a apporté du nouveau, mais il y a aussi quand même un grand risque, c'est celui du plagiat. Parce que c'est très difficile, je veux dire, c'est très facile de prendre à droite et à gauche et de rafistoler tout cela en un style qu'il se l'approprie. Mais en même temps, c'est aussi décelable parce qu'il y a des sites qui vous donnent les références et vous pouvez les comparer. Mais malheureusement, c'est arrivé plus d'une fois qu'il y a des personnes qui, par facilité et croyant que personne ne va s'en rendre compte, qui plagient d'autres auteurs. Professeur Tahani Omar, comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à abolir l'analphabétisme en Égypte, malgré la présence de beaucoup d'instances et d'associations, notamment le Conseil national de la femme, par exemple? Il y a d'autres instances, bien sûr. Il y a toute une institution pour combattre l'analphabétisme. Tout d'abord, il y a deux choses. Il y a bien sûr la pauvreté et il y a le manque d'intérêt des personnes elles-mêmes pour s'instruire. D'autre part, on a un autre problème, c'est celui de la régression de l'enseignement. C'est-à-dire, il y a des enfants qui vont 1 an ou 2 ans et puis après, ils sortent de l'école. Donc, ils oublient ce qu'ils ont appris. Il y a même ceux qui ont continué un peu plus et qui n'ont rien appris à l'école parce que les maîtres d'école n'enseignaient même pas ou ne donnaient pas ce qu'il fallait aux étudiants. Donc, ça, c'est un côté. D'autre part, il y a aussi un alphabétisme ou disons, une ignorance culturelle. On ne comprend même pas de quoi il s'agit. Pour eux, l'essentiel, c'est de vivre, c'est de manger et c'est normal. Et bien sûr que eux, avec un grand nombre d'enfants dans la famille, ils pensent que ces personnes-là peuvent les aider d'une manière ou d'une autre à avoir plus d'argent, qu'ils soient dans les usines ou qu'ils soient dans les champs de récolte, au lieu d'aller à l'école.
Et c'est ça notre grand problème. Moi, je pense que si vraiment il y a, disons, un plan pour que ces enfants-là soient pris à charge, qu'on leur donne, et d'ailleurs, on a déjà commencé avec ceci, qu'on leur donne par exemple un verre de lait et un repas, les parents vont les envoyer parce que ça soulagera leur budget d'un repas. Vous aviez une carrière très chargée et en même temps, vous êtes une épouse, une mère, vous avez vos petits-enfants. Comment se fait-il que vous avez réussi à maintenir cette sorte d'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale? Tout d'abord, j'ai été chanceuse parce que j'ai travaillé dans l'enseignement. Et l'enseignement, vous pouvez gérer votre temps et vous pouvez enseigner quelques heures et quelques jours et non pas tout le temps. Vous avez les mêmes congés qu'avec vos enfants. D'autre part aussi, mon époux. Il faut dire la vérité, mon époux aussi a toujours combattu pour les droits de la femme et en même temps m'a aidé en tant que personne entière. Et il voyait que j'avais des capacités, il voyait que c'était dommage que je n'en profite pas et que les enfants aussi n'en profitent pas. Parce qu'une mère éduquée et une mère qui est ouverte aide justement à l'ouverture de l'esprit de ses enfants. Et j'ai le plaisir d'avoir des enfants bien équilibrés et qui ont aussi donné des petits-enfants bien éveillés et qui aiment aussi la lecture et l'enseignement en général. Professeur Tahani Omar, on parle toujours de déformation professionnelle. Vous, en tant que professeur universitaire, quelle est votre déformation professionnelle? Ah, la déformation professionnelle, on dit que je critique beaucoup, c'est-à-dire je vois les petits défauts parce qu'en tant que professeur, quand on corrige et tout cela, on doit aller au fond des choses et on doit être très minutieux. Donc malgré moi, je m'attarde peut-être aux petits défauts. Finalement, êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir de l'Égypte? En général, je suis optimiste parce que je pense, après quelques années, on va vraiment comprendre et avoir disons, les résultats de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Mais je suis quand même très perplexe de ce qui arrive parce que je vois des phénomènes dans ma société qui sont nouveaux, que je n'avais jamais vus. Et ce n'est pas ça l'Égyptien ou l'Égyptienne que je connais. Et c'est ça qui m'attriste et c'est ça qui me perturbe. Professeur Tahani Omar, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.